Je voudrais vous inviter à vous abonner à cette page et à recruter d'autres gens qui vont s'abonner. Pour quelle raison? Parce que c'est une chaîne qui est consacrée à la dézombification du peuple noir. Vous savez, en ma qualité de théologien, d'historien et d'expert en management public, je décide de mettre toute mon énergie et toute l'équipe qui travaille avec moi décide aussi de mettre toute son énergie à la dézombification du peuple noir. L'émission s'appelle Lumière sur le monde. Eh bien, cette lumière, ce n'est pas moi. Cette lumière, c'est le travail que nous faisons ensemble. Lorsque tout à coup, on réalise qu'on nous a roulé dans la farine, on réalise qu'on nous a trompés pendant, n'est-ce pas, des siècles, et que tout à coup, nous prenons conscience de nos ressources, nous prenons conscience de notre identité, et ayant pris conscience de tout cela, nous prenons la décision de partager ce que nous sommes, ce que nous comprenons avec les autres. Donc, nous avons besoin d'avoir une masse critique d'hommes et de femmes noirs réveillés qui vont changer, n'est-ce pas, leur pays respectif pour la gloire de nos ancêtres. Nos ancêtres méritent cela. Ils se sont sacrifiés pour nous et c'est à nous aujourd'hui de prendre le relais. Comment on le fait? On le fait en se dézombifiant et en dézombifiant les autres. Je vous invite donc à liker ce qui se fait sur cette chaîne, à le sharer, à le partager avec les autres, à vous abonner et si vous l'avez fait déjà, à recruter d'autres qui vont s'abonner. On est ensemble, on garde le moral car tant que va le moral, tout va. Bonjour mesdames, bonjour messieurs, bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, bonjour le monde, bonsoir le monde. Je vous remercie de votre fidélité à cette émission. Nous sommes le vendredi 7 juillet. 2 ans précisément après l'assassinat crapuleux du président Jovenel Moïse en sa résidence privée, que dis-je, en sa chambre à coucher. C'est un traumatisme de plus, d'autant que c'est une pratique d'avec laquelle le peuple haïtien avait choisi de divorcer voilà plus de 100 ans, puisque la dernière fois qu'un président haïtien en exercice avait été assassiné remonte précisément en 1915. Or voilà que plus de 100 ans plus tard, les ennemis du peuple haïtien, ses ennemis internationaux et ses ennemis nationaux, on en parlera tout à l'heure, ont choisi de rééditer cette pratique crapuleuse qui consiste à assassiner un président en exercice. Et donc, en ce jour anniversaire de ce traumatisme, je voudrais, en tant qu'Haïtien, en tant que compatriote, présenter mes condoléances au peuple haïtien. Je voudrais aussi présenter mes condoléances aux proches du président Jovenel Moïse. Je ne peux m'imaginer la douleur que ressentent ces derniers quand ils se rappellent les circonstances dans lesquelles le président, ça veut dire un frère, ça veut dire un père, ça veut dire maîtrisant, a été abattu après avoir été torturé dans sa chambre à coucher. Donc, je leur présente aux proches mes condoléances les plus sincères. Si je choisis d'animer cette émission aujourd'hui, en cette date anniversaire de l'assassinat du président Jovenel Moïse, plusieurs raisons, n'est-ce pas, soutiennent
ma présence devant cette caméra aujourd'hui? La première raison, c'est l'obligation de faire mémoire de ce qui s'est passé. Vous savez qu'on peut mesurer le degré d'humanité d'une collectivité à sa capacité de faire mémoire de son histoire, à sa capacité de faire mémoire de ses blessures, à sa capacité de faire mémoire de ses exploits, à sa capacité de faire aussi mémoire de ses traumatismes. C'est vrai que les comploteurs, les assassins de Jovenel, tant les internationaux que les nationaux, ont tout fait au cours de ces 2 dernières années pour qu'on mette cet assassinat-là au compte d'un fait divers. Le président est assassiné, vive le Premier ministre, il n'y a plus rien à voir, circuler. Et les ennemis internationaux d'Haïti, les ennemis nationaux d'Haïti, puisqu'ils détiennent la citoyenneté, puisqu'ils détiennent, n'est-ce pas, la nationalité haïtienne, ils vont tout faire pour qu'on oublie. On n'a pas le droit d'oublier. On n'a pas le droit de faire en sorte que cet assassinat passe comme un événement banal pour lequel il n'y a pas de solution. Non, on a le devoir d'aller au fond de cette affaire. Et donc, si j'anime cette émission aujourd'hui, c'est par obligation de faire mémoire. J'estime qu'il est de mon devoir en tant qu'homme de médias, il est de mon devoir en tant qu'influenceur de rappeler ce qui s'est passé et de le faire plus qu'une fois en une année pour qu'on ne retombe plus là-dedans, pour que les coupables soient poursuivis, qu'ils soient punis. Et quand je dis coupables, on va le voir tout à l'heure, il y en a qui sont extrêmement puissants et ils continuent de jouer avec nous, ils continuent de tenter de nous jouer dans la tête pour qu'on regarde ailleurs. Et ma responsabilité, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas pris dans le piège de la nouvelle affaire, dans la première affaire. Si j'anime cette émission aussi, c'est parce que, je vous regarde dans les yeux pour vous le dire, je dispose de nouvelles informations. Je dispose d'informations sensibles qui vont vous aider à comprendre l'assassinat du président Jovenel Moïse 2 ans plus tard. Et vous avez vu le titre de l'émission, Tout comprendre sur l'assassinat de Jovenel Moïse. Il y a 2 ans, le soir même de son assassinat, j'ai fait mon premier live avec vous, n'est-ce pas? L'émission en matière d'analyse politique est née ce jour-là. Et je vous avais dit de regarder dans 3 pistes si vous voulez comprendre l'assassinat du président Jovenel Moïse. 2 ans plus tard, ces thèses se sont avérées et je dispose de nouvelles informations qui vont enrichir les 3 hypothèses que je vous avais soumises alors. Donc si j'anime une émission aujourd'hui, ce n'est pas seulement parce que je veux faire mémoire de cet assassinat, c'est parce que je dispose de nouvelles informations. Et je vais vous aider aujourd'hui à voir les dimensions géopolitiques de ce crime-là. Et j'ai de nouvelles informations en matière géopolitique. Je vais vous aider à voir les dimensions commerciales, mais les dimensions commerciales au sens d'un commerce, n'est-ce pas, illégal, au sens d'un commerce interlope. Je vais vous introduire dans le monde du marché, si vous voulez, international illégal. Il y aura une dimension coloriste à mon analyse. Je choisis de parler d'une dimension coloriste plutôt qu'une dimension simplement oligarchique, car la question de la nuance épidermique a joué aussi là-dedans. Il y aura, cela va sans dire, une dimension politique à mon analyse aujourd'hui, une dimension économique, puisque c'est l'économie qui mène le monde. Tout ce qu'on fait là, c'est pour avoir de l'argent, c'est pour avoir le contrôle de l'argent en Haïti. Il y aura une dimension familiale à cette crise, je vais vous en parler. Et il y aura donc aussi une dimension personnelle à cet assassinat. Donc, en fait, je vous propose cette dimension pour tout comprendre. Je dis bien pour tout comprendre dans l'assassinat du président Jovenel Moïse.
je les reprends, ces dimensions, par des formations pédagogiques, mais aussi parce que je veux que vous me suiviez jusqu'au bout. C'est vrai que aujourd'hui, ce n'est qu'une première partie. La deuxième partie vous sera présentée dimanche sur cette chaîne à 9 h. Mais déjà, je vous annonce le plan, la dimension géopolitique, la dimension commerciale, mais commerce illégal, international, la dimension politique, la dimension coloriste, la dimension économique, la dimension familiale et la dimension personnelle. Je vais vous présenter aujourd'hui une émission spéciale, cela va sans dire, mais spéciale aussi parce que mes sources me l'ont rappelé, M. Fils-Aimé, avec les informations dont vous disposez, l'émission que vous présentez aujourd'hui, c'est probablement l'émission la plus dangereuse de votre carrière depuis que vous avez commencé à analyser avec la population haïtienne, à analyser avec les gens de bonne foi qui cherchent à comprendre, n'est-ce pas, la crise pluridimensionnelle haïtienne, la crise pluridimensionnelle des peuples noirs. Mes sources m'ont dit, Monsieur Fils-Aimé, j'espère que vous êtes conscient que c'est l'émission la plus dangereuse. Après les avoir entendus, j'ai hésité une seconde, j'ai dit oui, je conviens qu'avec les informations que je détiens désormais, que je vais partager avec mon public, tout en protégeant bien sûr l'identité de mes sources, c'est l'émission la plus dangereuse. Mais je sais aussi que quand on se bat pour une cause, si la cause n'est pas plus grande que notre vie personnelle, mais elle n'en vaut pas la peine. Si ma vie passe avant la cause que je défends, quelle est cette cause? La cause de la souveraineté du peuple haïtien. La cause de la dignité du peuple haïtien. La cause de l'autodétermination des peuples. Cette même cause que les Occidentaux prétendent défendre pour les Ukrainiens. Pourquoi nous, les Haïtiens, pourquoi nous, les Noirs, on n'y aurait pas droit? Alors quand on se bat pour une cause aussi noble, eh bien, notre vie personnelle paraît extrêmement petite au regard des enjeux collectifs. Et même si je suis conscient de la dangerosité de ce que je fais, même si je suis conscient des risques que je prends en vous livrant ces informations semaine après semaine, je me réjouis d'être associé à une cause aussi noble, celle de me battre pour le respect de mon peuple, celle de me battre pour la dignité de mon peuple, celle de me battre pour que justice soit faite, pas seulement pour le président Jovenel Moïse, mais pour tous ceux qui sont assassinés sans que leurs assassins ne soient poursuivis, sans que leurs assassins ne soient punis pour leurs crimes. Vous aurez compris, c'est toute une émission que je vous annonce là. Et donc, on va respecter le rituel à ce stade-ci. Vous avez besoin de toute votre tête. Vous avez besoin d'une bonne tasse de thé, d'une bonne tasse de café, de chocolat chaud. Asseyez-vous tranquillement. Faites taire autour de vous tout bruit nuisible et concentrez-vous sur ce qui va être dit aujourd'hui. Vous allez tout comprendre. Et évidemment, nous allons commencer avec la dimension géopolitique de la chose. On se retrouve après la pause que voici. Restez là, je vous reviens. C'est promis. À tout à l'heure. Il se trouve qu'un hashtag qui au départ était interne à la communauté noire, lorsque Alicia Garza et ses amis organisent plus que jamais, ou du moins écrivent cette lettre d'amour à la communauté noire, c'était une discussion interne pour dire aux nôtres, nos vies comptent. Ça a du sens. Mais lorsque les médias néolibéraux américains reprennent ce hashtag, ils donnent une connotation victimaire à ce hashtag et poussent notre population à se présenter comme des mendiants demandant à l'Occident « Hé, nos vies comptent, s'il vous plaît, respectez-nous ». Mais il y a bon nombre de Noirs qui ne se sentent pas concernés par ces réalités. En Occident, être noir, c'est une place qu'on vous assigne, celle du plus bas échelon social.
C'est être porteur d'un crime qui ne dit pas son nom, au point de courir le risque constant de se faire interpeller par la police, jusqu'à 5 fois plus que les autres communautés. Être noir, c'est accuser un taux de chômage jusqu'à 2 fois plus élevé que les autres communautés. Être noir, une fabrication occidentale, comment détruire la matrice, invente sur mon site www.jeanfils-aimé.com ou sur amazon.ca. Procurez-vous votre copie maintenant. Avant la pause, on s'était promis de tout se dire afin de tout comprendre sur l'assassinat du président Jovenel Moïse et nous allons commencer, je l'avais annoncé, avec la dimension géopolitique internationale. J'ai reçu, voilà, un peu moins de 8 jours maintenant, un appel d'un frère haïtien que je ne connaissais pas et qui m'a dit souhaiter me rencontrer parce qu'il avait des choses sensibles à me communiquer sur l'assassinat du président Jovenel Moïse. Bon. Après avoir échangé avec lui quelques minutes, j'ai compris qu'il était un proche du président Jovenel Moïse, qu'il avait des mandats officieux qui lui étaient confiés par l'ancien président en matière de géopolitique internationale, et j'ai compris effectivement qu'il pouvait avoir des choses intéressantes à me dire. Et il m'a prévenu qu'il serait accompagné d'un officiel canadien, plutôt d'un ancien policier de la GRC à la retraite, qui travaillait lui aussi officieusement pour le président Jovenel. Et là, j'ai compris que la chose était intéressante et on a pris rendez-vous. Bon. Je vais partager avec vous l'essentiel de ce qu'ils m'ont livré à cette rencontre et comment cette rencontre-là va nous éclairer pour comprendre les dimensions géopolitiques de l'assassinat du président Jovenel Moïse. Je vais vous poser une question, juste pour vous faire un petit résumé de cours de géopolitique internationale 101. D'abord, savez-vous qu'il existe 2 républiques de Chine? Il existe la République de Chine tout court, c'est-à-dire Taïwan, avec pour capitale Taipei, et la République populaire de Chine, la Grande Chine, de 1,4 milliard d'habitants, et qui a à sa tête justement Xi Jinping. En général, lorsqu'on parle de la Chine, on réfère à cette Chine-là qui a pour capitale Pékin, comme vous le savez, mais on oublie qu'au fait, du point de vue international, il y a 2 républiques de Chine. Il y a la République de Chine, tout court, Taïwan. Souvent, on va référer à cet État-là en termes de Taïwan. Et il y a la République populaire de Chine. Et souvent, lorsque les gens vont parler de la Chine, c'est souvent à cette République populaire de Chine-là qu'ils font référence. J'ajoute une deuxième question pour vous. Savez-vous qu'Haïti n'a pas de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine, c'est-à-dire avec la Grande Chine, celle de Xi Jinping, là, celle qui est probablement la 2e puissance économique, sinon la première puissance économique, celle qui talonne les États-Unis d'Amérique. Savez-vous qu'Haïti n'a pas de relations diplomatiques avec la République populaire de Chine? Haïti a des relations diplomatiques avec la République de Chine, c'est-à-dire avec Taïwan. Ça, c'est important pour vous d'avoir ça en tête. Haïti, jusqu'au moment où l'on se parle, a des relations diplomatiques avec Taïwan. Taïwan fait des dons appréciables à Haïti. Taïwan accorde des bourses. Beaucoup d'étudiants haïtiens, n'est-ce pas, étudient en Taïwan, etc. Bon, on s'entend que Taïwan n'a pas les moyens de la Grande Chine. Et la Chine
précisément qui est une puissance expansionniste, cherche à s'établir partout à travers le monde. En Afrique, où elle s'établit confortablement maintenant, la Chine, la République populaire de Chine fait des investissements massifs en Afrique, et la Chine, la République populaire de Chine, qu'il faut distinguer de Taïwan, cherche à s'établir en Haïti durablement. Suivez-moi bien. Sauf qu'Haïti n'a pas de relation diplomatique officielle avec cette Chine-là, la grande Chine. Et le président Jovenel Moïse, qui avait fait un certain nombre de promesses, des promesses qui n'ont pas été exécutées pour toutes sortes de raisons qu'on ne va pas aborder ici, électricité, création d'emplois, etc., a voulu regarder du côté du bloc de Shanghai, dans lequel on retrouve justement la Chine, entre autres, dans lequel on retrouve justement la Russie. Et c'est là où mes invités deviennent intéressants. Ces deux personnes-là étaient officieusement mandatées par le président Jovenel Moïse pour faire des contacts avec la Chine, en vue, d'une part, d'attirer des investissements chinois en Haïti et de normaliser, de régulariser la relation d'Haïti avec la République populaire de Chine. En République populaire de Chine, vous avez un agent de commerce haïtien, mais ce ne sont pas des relations diplomatiques officielles. Bon. Et là, la Chine a dit, écoutez, nous sommes intéressés à nous installer en Haïti, à faire des investissements dans le domaine de l'électricité, dans le domaine de la création d'emplois, dans le domaine de, si vous voulez, des infrastructures routières, mais nous avons une seule condition. Ce n'est pas normal que vous nous invitiez à investir chez vous sans que nous n'ayons de relations diplomatiques officielles avec vous. Sauf que, comprenez-moi bien, si vous avez des relations diplomatiques désormais avec la République populaire de Chine, donc la grande Chine, vous allez devoir faire ce que les États-Unis, eux, ont fait en 1979, rompre vos relations officielles avec Taïwan. Est-ce que vous me suivez là, jusque-là? Et là, Jovenel a dit, écoutez, c'est vrai que Taïwan nous accorde quelques bourses, Taïwan nous fait quelques dons, Taïwan, de temps en temps, va donner quelques tracteurs à l'État haïtien. Taïwan va nous donner du riz, etc. Mais ça ne suffit pas pour relancer l'économie haïtienne. Et si pour relancer l'économie haïtienne, ça prend une coopération officielle avec la République populaire de Chine, la grande Chine, eh bien, on va y aller. Et ces deux personnes-là que j'ai rencontrées ont travaillé officieusement pour une officialisation des relations d'Haïti avec la Chine. N'oublions pas, nous sommes en géopolitique. La doctrine Monroe veut que l'Amérique soit aux Américains, c'est-à-dire les pays d'Amérique doivent être contrôlés par les États-Unis d'Amérique. Même leurs relations diplomatiques doivent être dictées. Évidemment, Cuba a fait autre chose, et bravo au frère Castro. Mais même les relations diplomatiques de ces pays-là doivent être contrôlées par les États-Unis d'Amérique. Et on ne peut pas entretenir des relations diplomatiques avec qui l'on veut, à moins qu'on ait la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Et si on ose le faire sans la bénédiction des États-Unis d'Amérique, on paye les conséquences, des conséquences lourdes, des conséquences fatales, c'est-à-dire des conséquences qui peuvent aller jusqu'à l'assassinat de celui qui est trop zélé dans le rapprochement avec ces pays-là. Et honnêtement, j'ai découvert, au gré de ces conversations, avec ces deux personnes-là, j'ai découvert un Jovenel Moïse tenace, qui, du moins dans ces dernières années de pouvoir, dans ces derniers mois, voulait vraiment desserrer l'étau autour d'Haïti. Et, je vous le dis, il semblait avoir été prêt à tout pour
le grand démarrage économique d'Haïti. Ces deux personnes-là ont eu plusieurs rencontres avec les autorités chinoises. Et, suivez-moi bien, on attendait un événement en particulier. Vous savez, selon la constitution haïtienne, cela prend la ratification du Parlement pour ces relations diplomatiques-là. D'abord, ça prend la ratification du Parlement pour nommer un ambassadeur. De même, ça prend la ratification de la Constitution la ratification du Parlement pour amorcer ce genre de virage diplomatique. Et du côté de la Chine et du côté de l'État haïtien, on attendait une chose, que le Parlement soit devenu caduc. Le président Jovenel a dit à ses officiels, enfin ses amis qui travaillaient pour lui dans ce processus de régularisation des relations avec la Chine, on va attendre la caducité du Parlement, comme ça je n'aurai plus le Parlement dans les pattes pour faire ratifier ce virage-là. Ce virage-là ne tiendra finalement, après la caducité du Parlement, qu'à la signature de 3 personnes. Signature qui va être réduite à la signature de 2 personnes. Ça prendra la signature du président, ça prendra la signature du Premier ministre et ça prendra la signature du ministre des Affaires étrangères. Et le président Jovenel Moïse a dit, écoutez, moi, je n'aurai pas ce problème-là puisque la même personne qui est Premier ministre est aussi ministre des Affaires étrangères, en la personne de Claude Joseph. Waouh! C'était ça le deal. On rompt les relations avec Taïwan, c'était l'exigence de la Grande Chine. On officialise nos relations avec la République populaire de Chine, la Grande Chine, et comme retombée, la Chine fait des investissements massifs dans la construction de routes, fait des investissements massifs dans l'électricité, fait des investissements massifs, n'est-ce pas, dans la création d'emplois. Et là, on parle de milliards d'investissements. Ah oui, c'était de la musique aux oreilles de Jovenel. Et je vous dis, une poignée de 4 personnes étaient au courant de ce deal. Le président lui-même, Claude Joseph, qui fut à la fois Premier ministre et ministre des Affaires étrangères, et ces 2 personnes qui travaillaient officieusement à ce rapprochement entre la Chine et l'État haïtien. Et la question s'est posée à un moment donné, quelle va être la réaction des États-Unis d'Amérique? Jovenel a cru naïvement que ça allait être facile. Pour quelle raison? Parce que les États-Unis d'Amérique eux-mêmes n'ont pas de relations diplomatiques officielles avec Taïwan. Les États-Unis ont rompu officiellement leurs relations avec Taïwan en 1979. Ils ont choisi, les États-Unis, eux, d'avoir des relations diplomatiques officielles avec la Chine, celle de Xi Jinping, même si les États-Unis continuent d'entretenir une relation, n'est-ce pas, ambiguë avec Taïwan, si bien que les États-Unis d'Amérique, par la bouche du président Biden, ont dit en 2022, par la bouche de Biden, si la Chine s'avise à annexer Taïwan, donc à attaquer Taïwan, les États-Unis vont riposter. En sorte que, vous l'avez vu, lorsque l'année dernière, n'est-ce pas, la présidente sortante de la Chambre basse, Nancy Pelosi, donc la présidente sortante du Congrès américain, a fait une visite officielle à Taïwan, la Chine a réagi tout de suite, a riposté, a fait des représailles à la fois militaires et économiques. La Chine a organisé tout de suite une tournée dans les eaux de Taïwan parce que la Chine, la Grande Chine, considère que Taïwan fait partie de son territoire et la Chine voit d'un mauvais œil tout État qui entretient des relations diplomatiques officielles avec Taïwan aux dépens des relations diplomatiques officielles avec la Grande Chine. Les États-Unis mènent un double jeu. Ils ont rompu leurs relations diplomatiques avec Taïwan en 1979
Ce faisant, ils avaient des accords officiels de défense mutuelle qui permettaient aux États-Unis d'Amérique d'avoir des bases et y compris même d'avoir introduit l'arme nucléaire, n'est-ce pas, à Taïwan. Ça veut dire, en face de la Grande Chine, depuis 1979, les États-Unis ont rompu leurs relations officielles avec Taïwan pour avoir des relations officielles avec la Grande Chine, mais les États-Unis maintiennent des relations non officielles, mais ambiguës avec Taïwan. Les États-Unis se servent justement de Taïwan pour embêter la Chine, pour empêcher justement la politique expansionniste de la Chine. Et la Chine, en contrepartie, est prête à récompenser tout État qui rompt ses relations avec Taïwan pour avoir des relations diplomatiques avec la Grande Chine. Et dans ce sens-là, Haïti représente un trophée extraordinaire pour la Grande Chine. Je vous le dis. Suivez-moi bien. Imaginez seulement qu'Haïti entretienne des relations officielles avec la Grande Chine. Ça veut dire rompre des relations officielles avec Taïwan. Ça veut dire c'est un trophée de plus. Mais dans le cas d'Haïti, c'est spécial. Haïti se trouve dans la grande cour américaine, dans la cour arrière des États-Unis. Donc, si Haïti rompait ses relations diplomatiques avec Taïwan pour officialiser des relations diplomatiques avec la Chine ferait si vous voulez, gagnerait doublement. Je m'installe officiellement dans la cour des États-Unis d'Amérique. Et 2, je viens de défliger, si vous voulez, une gifle à Taïwan en lui ravissant un État qui a des relations diplomatiques avec lui, avec Taïwan, dès son existence. Et c'est ce que Jovenel Moïse avait promis à la Grande Chine contre des investissements massifs. Et laissez-moi vous dire que les États-Unis, malgré leur prétention d'être au courant de tout, n'en savaient rien. Les États-Unis d'Amérique n'en savaient rien. On était sur le point de signer cet accord entre l'État haïtien et la Grande Chine, accord au terme duquel Haïti allait rompre ses relations diplomatiques officielles avec la Chine et faire le virage officiel avec Taïwan, dis-je, et faire le virage officiel vers la Grande Chine. On était à 2 doigts. Le problème, c'était Claude Joseph. Claude Joseph, après avoir donné l'impression au président Jovenel qu'il était prêt à signer cet accord, en sa qualité de Premier ministre et de ministre des Affaires étrangères, il a hésité à la dernière minute. Si bien que, à la dernière minute, le président Jovenel a appelé ces 2 hommes-là pour leur dire, écoutez, on ne peut plus le faire tout de suite parce que mon Premier ministre, qui est en même temps mon ministre des Affaires étrangères, hésite à le faire, on ne peut pas aller de l'avant. Et là, c'était son mot, je suis obligé de nommer Ariel. Putain. Et vous avez vu, lorsque le président a désigné Ariel comme Premier ministre, il a repoussé à 3 reprises l'installation d'Ariel Henry. L'une des questions en litige, c'était est-ce qu'Ariel allait, lui, contrairement à Claude Joseph, qui a hésité à la dernière minute, qui a trahi à la dernière minute, parce qu'il a reçu l'ordre de l'ambassade américaine de ne pas signer cet accord. La véritable question, c'est est-ce que Ariel Henry, lui, allait signer cet accord qui romprait les relations diplomatiques avec Taïwan et qui officialiserait, si vous voulez, les relations diplomatiques d'Haïti avec la Grande Chine. Et vous venez de comprendre maintenant pourquoi le président Jovenel, même après avoir désigné Ariel Henry en remplacement de Claude Joseph pour cette question du rapprochement de la République d'Haïti vis-à-vis de la République populaire de Chine, il a hésité à 2 ou 3 reprises à installer Ariel. Après avoir arraché de la bouche d'Ariel son consentement à cet accord, le président Jovenel Moïse allait procéder à l'installation d'Ariel Henry comme Premier ministre. Et vous notez, il n'y a pas de timing, il n'y a pas de hasard en politique.
le timing est important. Le président Jovenel Moïse a été assassiné à la veille de l'installation officielle d'Ariel Henry comme Premier ministre. Laissez-moi vous poser la question. Lorsque les États-Unis ont appris que Jovenel Moïse voulait rompre les relations officielles d'Haïti avec Taïwan pour officialiser, pour la première fois dans son histoire, pour officialiser des relations diplomatiques d'Haïti avec la République de Chine, quelle a été selon vous la réaction des États-Unis? Les États-Unis se sont opposés de toute leur force à cet accord. Les États-Unis ont joué de tout leur poids sur Claude Joseph, c'est pour ça qu'il a reculé dans la signature. Mais Jovenel Moïse était déterminé, les promesses de la Chine étaient trop grandes, les promesses de la Chine étaient trop mirobolantes, promesses, n'est-ce pas, d'investissement dans les infrastructures routières, promesses d'investissement dans l'électricité, promesses d'investissement dans la création d'emplois. C'était trop beau pour Jovenel. Il était déterminé à faire cela. La seule façon pour les États-Unis d'Amérique, écoutez-moi bien, d'empêcher cette rupture des relations diplomatiques d'Haïti avec Taïwan et l'officialisation des relations diplomatiques d'Haïti avec la Chine, c'était, vous l'aurez compris, de supprimer Jovenel Moïse. Voilà pourquoi il a été précisément supprimé après que Claude Joseph a été démis de ses fonctions et avant même que Ariel Henry ne fut officiellement installé comme Premier ministre parce qu'il avait donné son accord verbal au président Jovenel Moïse à cette affaire. Eh bien, le président Jovenel Moïse a été assassiné à la veille de cette installation parce qu'il cherchait à officialiser ses relations avec la République populaire de Chine. Il s'est rapproché, je vous en avais déjà parlé, du bloc de Shanghai. Il est allé en Turquie, il a rencontré, si vous voulez, les autorités russes les plus importantes. Il a dépêché, n'est-ce pas, quelqu'un de sa famille officieusement pour aller rencontrer ces gens-là. Et là, il était prêt afin de resserrer l'étau. Il était prêt à desserrer l'étau des États-Unis autour d'Haïti, à rompre ses relations avec Taïwan et se rapprocher de la Chine. Et il a été assassiné pour cela. Maintenant, vous notez que depuis 2 ans, tout ce que font les États-Unis en ce qui a trait à l'assassinat du président Jovenel Moïse, c'est d'effacer toutes les traces qui peuvent remonter jusqu'à eux. D'abord, vous notez, il y avait un juge des États-Unis, Et là, on parle d'une république. Une république repose sur la séparation, sur l'indépendance des pouvoirs. Donc, normalement, le pouvoir judiciaire, on est quand même dans la république étoilée, devait faire montre, n'est-ce pas, d'une certaine indépendance dans ses arrêts. Non, un juge a dit, écoutez, il y a certaines dimensions dans l'assassinat de Jovenel Moïse qu'on ne peut pas aborder pour des questions de sécurité des États-Unis. Notez une chose maintenant. Vous notez qu'après l'assassinat de Jovenel Moïse, celui qui était le Premier ministre démissionnaire a fait appel rapidement aux États-Unis d'Amérique pour qu'ils viennent aider dans la poursuite de l'enquête. Et 24 heures après l'assassinat de Jovenel Moïse, des représentants, enfin des policiers du FBI, des policiers de la DIA étaient déjà en Haïti en train d'enquêter. Ils sont repartis avec des choses. Avec quoi? On ne sait pas. Et depuis, est-ce que vous comprenez le comportement des États-Unis? Les États-Unis ne font qu'exfiltrer. Ils débarquent dans des prisons en Haïti. Ils prennent des prisonniers qui sont accusés de complot dans l'assassinat du président Jovenel Moïse. Les États-Unis les emmènent chez eux et les États-Unis deviennent, pour ainsi dire, le maître d'œuvre dans le processus judiciaire qui devrait normalement nous aider à comprendre, n'est-ce pas, les raisons fondamentales de l'assassinat de Jovenel Moïse. Eux, ils font tout pour effacer toutes les traces qui remontent jusqu'à eux. Maintenant, restons toujours dans la dimension géopolitique. Restons toujours dans la dimension géopolitique. Je vous ai dit que dans ce virage
de l'État d'Haïti vers le bloc de Shanghai, en particulier vers la Russie et vers la grande Chine, Jovenel Moïse avait déjà posé un jalon. Le premier jalon que Jovenel Moïse a posé, enfin 2 jalons déjà, le premier, il s'est rendu à Ankara, en Turquie, pour rencontrer les officiels russes, pour rencontrer les officiels chinois. Et tout de suite après sa visite à Ankara, vous l'avez noté, je vous en avais parlé, n'est-ce pas, le jour même de l'assassinat de Jovenel, il a reçu les lettres de créance de l'ambassadeur non résident de la Fédération russe à Haïti. Et la prochaine étape allait être l'officialisation des relations diplomatiques d'Haïti avec la République populaire de Chine. Ils l'ont assassiné à la veille de cela. Maintenant, je vous avais dit que cette négociation-là n'était connue que d'une poignée de gens. 4 ou 5 personnes. Le président lui-même, son fils, et ces 2 personnes-là. Je vais vous faire voir quelque chose. Le soir où le président a été assassiné, la nuit où il a été assassiné, des gens sont allés en la résidence du fils du président. Ils lui ont tiré dessus. Le fils du président a dû partir en pleine nuit avec sa femme. Ils sont partis avec leur fille. Ils sont allés se réfugier dans une ambassade. Et sur tout le trajet, le véhicule du fils du président a essuyé des balles nourries de la part d'assaillants. Pourquoi? Parce que ces deux personnes-là étaient au courant du virage. Non seulement a-t-on assassiné Jovenel, mais on a cherché à assassiner son fils. Mais posez-vous la question. D'abord, celui qui m'a livré cette information-là, ce jour-là, il n'était pas au pays. Et évidemment, le policier à la retraite de la GRC n'était pas au pays, donc on n'a pas cherché à leur tirer dessus. Mais posez-vous la question. Si on a assassiné le président parce qu'il a voulu installer le bloc de Shanghai en Haïti, on a tiré sur son fils parce que son fils voulait la chose et poussait pour que la chose se fasse, pourquoi Claude Joseph n'a jamais été inquiété, lui qui fut à la fois le Premier ministre et le ministre des Affaires étrangères, lui dont la signature accouplée à celle du président suffisait pour officialiser les relations? Je vous le donne en 1000. C'est que Claude Joseph a mouchardé le président. Celui qui a livré les infos au président, c'est en effet Claude Joseph, et ce faisant, il a assuré sa sécurité. Voilà pourquoi il n'a jamais été inquiété. Il était non seulement informé, n'est-ce pas, de l'assassinat, je vais vous en parler, n'est-ce pas, plus tard dans l'émission, mais il n'a jamais été inquiété parce qu'il a mouchardé. Plutôt que de faire ce rapprochement avec la Chine, il a rapidement compris que c'était un dossier dangereux qui pouvait lui coûter la vie. Non seulement a-t-il mouchardé, mais il s'est rapproché des États-Unis, sauvant ainsi sa peau. Mais l'autre question. Vous notez que une fois qu'Ariel a été officiellement installé par le corps groupe, parce que c'est le corps groupe qui, par un tweet, a dit désormais le Premier ministre d'Haïti allait être Ariel Henry. Vous notez que tous ces dossiers de rapprochement avec la Chine, ces dossiers de rupture des relations avec Taïwan, ces dossiers de rapprochement, n'est-ce pas, avec la Chine, toutes ces questions-là ne font pas partie de l'actualité. Ça ne fait pas partie de l'agenda qui a été imposé à Ariel Henry. Maintenant, si le président Jovenel Moïse a été assassiné sur ordre des États-Unis d'Amérique, parce que ce président-là a tenté de violer la fameuse règle américaine de la doctrine Monroe, l'Amérique aux Américains, pourquoi ses successeurs, eux, ne sont pas inquiétés? C'est parce qu'ils décident de se conformer au dictat américain, c'était ça le deal. Vous ne touchez plus à ce dossier de rapprochement, n'est-ce pas, d'Haïti avec la Chine, tel que votre défunt président l'a voulu, et vous aurez
la vie sauve. On verra à la fin de l'émission que et Claude Joseph était informé du complot conduisant à l'assassinat de Jovenel, et Ariel Henry lui-même était informé au cours de la nuit de l'assassinat. Je sais, par ces deux personnes qui m'ont rencontré, que le fils du président, dans sa naïveté, était en contact téléphonique permanent avec Claude Joseph, qui donnait l'impression qu'il allait faire quelque chose, etc. Vous imaginez, il est le Premier ministre, il est donc le chef nominal du Conseil supérieur de la police nationale, il n'a qu'à appeler Léon Charles, qui est le chef de la police, et ces deux-là, et Claude Joseph et Léon Charles, ont prétendu vouloir tout faire, mais n'ont pas réussi à parvenir à la résidence privée du président, alors que, par raison, qui n'était même plus en fonction, lui, il a réussi, à l'appel du président, à se rendre dans la résidence du président, mais il était trop tard. Quand je vous ai dit que l'assassinat du président Jovenel Moïse a été commandé par les États-Unis d'Amérique pour des raisons géopolitiques, si vous n'y voyez pas clair maintenant, vous êtes de mauvaise foi. Et tout ce que je vous dis là est documenté par la Chine, tout ce que je vous dis là est documenté aussi par ceux qui travaillaient officieusement pour Jovenel Moïse dans cette affaire. Les États-Unis ont pris comme une gifle qu'Haïti, pourtant État indépendant, État souverain, les États-Unis d'Amérique qui sont les grands chantres de l'autodétermination des peuples s'agissant de l'Ukraine, les Ukrainiens ont les yeux bleus et la peau blanche, mais s'agissant d'Haïti, Haïti n'a pas le droit d'officialiser ses relations avec la Grande Chine, installant ainsi dans la cour américaine ce que les États-Unis considèrent comme leurs ennemis, c'est-à-dire la Chine et la Russie. Et le président qui a osé défier cette doctrine Monroe mérite la mort, rien de moins. Si vous doutiez de l'implication des États-Unis, posez-vous la question. La compagnie CTU, là, de mémoire, qui a embauché ces Colombiens-là dans leur mission macabre d'assassiner le président, son siège officiel, son adresse officielle se trouve où? Je vous le donne en mille, en Floride, aux États-Unis d'Amérique. Cette compagnie appartient à qui? À des Américains. Qui émet des permis pour cette compagnie-là? L'État américain. Good. Qui cette compagnie-là a-t-elle embauché pour cette mission macabre? Des Américains, des Haïtiano-Américains et des Colombiens. Et tout le monde sait qu'en matière de géopolitique, la Colombie, c'est la cour arrière à partir de laquelle les États-Unis posent leurs actions subversives contre des États de la région. Tout conduit aux États-Unis d'Amérique. Les armes qui ont servi à assassiner le président, elles sont de quelle fabrication? Des États-Unis d'Amérique. En sorte que le directeur du FBI lui-même, 48 heures après l'assassinat du président Jovenel Moïse, a dû admettre que parmi ceux qui sont impliqués dans l'assassinat du président Jovenel Moïse, il y en a un qui travaillait effectivement pour la DIA. Vous vous souvenez? Lorsque les assassins sont entrés dans la résidence du président Jovenel Moïse, ils portaient les fameux par-dessus de la DIA. Et l'un d'entre eux a pris son mégaphone en disant à ceux qui étaient payés pour la sécurité du président, ne tirez pas, nous sommes en mission pour la DIA. Nous sommes en mission officielle pour les États-Unis d'Amérique. Posez vos armes, n'est-ce pas? Nous allons directement voir le président car nous sommes en mission. Les États-Unis n'ont jamais nié cela. Voilà pourquoi un juge en Floride a dit, écoutez, il y a des aspects dans cette affaire que nous ne pouvons pas aborder dans une cour parce que ça relève de la sécurité intérieure des États-Unis. Ah bon? Vous comprenez pourquoi je suis enragé lorsque je vois les mêmes États-Unis d'Amérique se déchirer la chemise contre la Russie pour défendre l'autodétermination des Ukrainiens. Enfin, pourquoi moi, comme Haïtien, je n'y aurais pas droit?
J'ai posé la question à ce gars de la GRC. Je lui ai dit, mais pourquoi Haïti n'aurait pas droit de chercher des débouchés pour son démarrage, de chercher des débouchés pour son développement économique avec les pays qui lui paraissent plus près à cela? Et il m'a répondu candidement, mais chef Fils-Aimé, il s'agit d'Haïti. On veut faire payer à Haïti, il me l'a dit, on veut faire payer à Haïti ce qu'Haïti a fait à l'ordre international au 19e siècle. Haïti a bouleversé l'ordre économique international. Haïti doit toujours rester là où elle est. Et si quelqu'un s'avise à lancer le grand démarrage d'Haïti sans avoir la permission, l'approbation des États-Unis d'Amérique, il le paiera de sa vie. Ça va me permettre d'aborder avec vous tout de suite la deuxième dimension, la dimension commerciale. Prenons une petite pause. C'est important pour moi. Parti de rien et défiant le monde. Toussaint Louverture confondit sa vie avec sa conquête de liberté. Comme Bonaparte, pourtant son geôlier, Toussaint Louverture incarne le triomphe de la volonté sur la fatalité. Né dans l'esclavage, mais ayant reçu la nature d'un homme libre, selon ses propres mots. Né vers 1743 sur une plantation de Saint-Domingue où la captivité, le labeur et les maladies faisaient succomber les esclaves avant leurs 40 ans, il savait la griffe du fouet sur la chair et la douleur des entailles sur la peau. Il découvrit aussi que ses parents, venus de l'actuel Bénin, avaient été séparés au moment de leur asservissement. Il éprouvait comme orphelin de mère la violence de l'esclavage qui détruit toute dignité et remplace par la chaîne des maîtres les liens de la famille. Toussaint Louverture transforma cette condition en ambition, car rien ne l'effraya jamais. « Frappez, si vous osez », lança-t-il un jour au gérant de la plantation. Toussaint Louverture avait montré sa trempe. Il se révéla dans toute sa force de caractère et l'acuité de son intelligence. Le gérant en fit son cocher, bientôt son second, et le mena vers l'affranchissement. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. La toute dernière biographie de Toussaint Louverture, l'homme, le stratège, le politique, le gestionnaire et le visionnaire. Un livre à lire et à relire en vente sur mon site www.jeanfilsaimé.com ou sur amazon.ca. Un nouveau regard sur Toussaint Louverture, le magnifique et le sublime. Procurez-vous votre exemplaire maintenant. Avant la pause, on parlait de la dimension géopolitique à l'assassinat du président Jovenel Moïse. Maintenant, regardons la dimension commerciale, mais au niveau de commerce illégal international, le commerce interlope. Pour des fins pédagogiques, je vais vous poser une question. Saviez-vous que les aéroports d'Haïti n'ont pas de radar? Ça vous paraît simple, pas vrai? Et ça vous paraît même insolite. Comment un aéroport, on appelle ça l'aéroport international, comment un aéroport international n'aurait pas de radar? Bon Dieu, imaginez le risque, les risques énormes que prennent les avions, que prennent les pilotes, que de se rendre dans un aéroport international. Et Haïti se vante d'avoir 2 aéroports internationaux, l'un à Port-au-Prince, l'autre au Cap-Haïtien. Savez-vous qu'aucun d'entre eux n'a de radar? Et précisément parce que nos aéroports n'ont pas de radar, nos billets d'avion coûtent plus cher. Je vais vous expliquer, parce que c'est une affaire d'évaluation de risque. Si un avion se perd, comme ça arrive quelquefois,
Si un avion a des difficultés à l'approche d'Haïti, il faut qu'il y ait un radar qui soit en mesure justement de suivre la trace de cet avion. Or, il n'y en a pas de radar en Haïti. Il n'y a pas de radar non plus dans les ports d'Haïti, dans les douanes d'Haïti. Et à cause de l'absence de ces radars, qui est une technologie dont tous les aéroports dignes de ce nom disposent, à cause de l'absence de radars dans nos aéroports, nos billets d'avion sont plus chers. Suivez-moi bien. Et le président Jovenel Moïse, qui voulait développer le tourisme en Haïti, cherchait à faire baisser les prix des vols. Et donc, on lui a expliqué, mais les risques sont énormes, monsieur le président, quand on se rend en Haïti parce qu'il n'y a pas de radar. Alors il dit, dans ce cas-là, on veut des radars. Cet ami de la GRC avait pour mandat, de la part du président Jovenel Moïse, de négocier avec le Canada cette technologie-là. On veut avoir des radars. Ce serait moins risqué pour les avions, ça coûterait moins cher, les assurances de ces compagnies-là chargeraient moins cher et donc le billet coûterait moins cher. Écoutez-moi bien. Et à chaque fois que cet homme est allé voir un officiel du transport aérien du Canada pour demander qu'on puisse avoir un radar dans les aéroports, à chaque fois il a dit, monsieur, c'est pas notre faute, c'est bloqué plus haut que nous. C'est bloqué au niveau ministériel. On ne veut pas qu'Haïti ait des radars. J'ai dit, mais pourquoi? Et il me répond candidement, monsieur, on veut qu'Haïti demeure un trou noir dans le commerce international. Et là, il me sort une carte. Il dit, suivez-moi bien, savez-vous que quand vous êtes en Haïti, vous êtes près de tous les pays du monde. Il me dit, monsieur Fils-Aimé, je vais vous aider à comprendre. Quand vous êtes à Port-au-Prince, vous êtes exactement à moins de 3 heures en bateau de la Guadeloupe. Vous êtes à moins de 3 heures en bateau de Pointe-à-Pitre. Ça va? Si vous êtes en Guadeloupe, vous êtes déjà en France. Si vous êtes en France, c'est que vous êtes déjà dans tout l'espace Schengen de l'Europe. Suivez-moi bien. Il poursuit. Il dit, monsieur Fils-Aimé, savez-vous que vous êtes à environ 2 heures en ferry de Turks and Caicos de Port-au-Prince. Et si vous êtes à Turks and Caicos, en réalité, vous êtes en Angleterre. Parce que, dans le cas de la France, si vous arrivez à faire transporter quelque chose de Port-au-Prince jusqu'à la Guadeloupe, la chose pour rentrer, n'est-ce pas, sur l'île de France ne passera plus la douane parce que en Guadeloupe, vous êtes déjà sur le territoire français. Il en est de même pour Turks and Caicos. Si vous faites passer quelque chose de Port-au-Prince jusqu'à Turks and Caicos, c'est que vous êtes déjà, n'est-ce pas, en Angleterre et vous n'avez plus à faire la douane pour qu'une chose qui passe, n'est-ce pas, de Turks and Caicos jusqu'à l'Angleterre. Alors, il dit, monsieur, je vais vous introduire sur le commerce international illégal. Il dit, monsieur Fils-Aimé, Haïti n'est pas un pays de consommation. Les gens n'ont pas le moyen de consommer. La plupart d'entre eux sont au chômage et le peu qu'ils ont, mais ils achètent quelque chose à manger. Et donc, l'Haïtien ne dispose pas de moyens pour consommer de la drogue. Il ne dispose pas de moyens pour acheter des armes. Mais nous avons besoin d'Haïti comme plateforme de distribution. Ils disent qu'Haïti, pour nous, c'est un trou de dispatch. Il dit, écoutez-moi bien, les grands cartels de drogue, les grands barons de la drogue, qui veulent introduire de la drogue, n'est-ce pas, en Europe, qui veulent introduire de la drogue, n'est-ce pas, en Angleterre, qui veulent introduire de la drogue partout, n'est-ce pas, à travers le monde. Mais Haïti représente une plateforme extraordinaire. Haïti n'a pas de radar. Donc on peut y transporter des armes, on peut y transporter, n'est-ce pas, de la drogue en quantité. Il suffit de payer 2 ou 3 hommes qui travaillent dans les douanes, d'autant que les douanes sont sous notre contrôle. Et depuis Haïti, on est à 2h15 de Guadeloupe. Il s'agira pour nous de payer quelques personnes, n'est-ce pas, aux douanes de la Guadeloupe, et notre marchandise est rendue déjà en France, c'est-à-dire en Europe.
Ils m'ont dit, monsieur Fils-Aimé, aussi longtemps qu'Haïti servira de pays de dispatch, aussi longtemps qu'Haïti servira de pays de distribution de drogue et d'armes de par le monde, il n'est pas dans l'avantage des grands de ce monde qu'il y ait des radars en Haïti. Il n'y a pas d'avantage pour les grands de ce monde qu'Haïti soit autre chose qu'un trou. Il faut qu'il reste un trou noir. Maintenant, parlons des armes. Monsieur Fils-Aimé, me dit-il, c'est un gars de la GRC. Vous savez, il n'y a pas assez de guerre dans le monde pour que l'industrie des armes fasse son argent. Alors, comment cette industrie-là fait son argent? Mais c'est en vendant des armes illégalement à toutes sortes de pays voyous, à toutes sortes de pays, n'est-ce pas, déstructurés, etc. Sauf que dans ces pays-là, pour introduire ces armes-là, il faut faire affaire avec plusieurs personnes. L'avantage avec Haïti, qui est un trou noir, on peut y introduire des cargaisons d'armes et il n'y a à peu près pas de contrôle. On charge les armes depuis les États-Unis d'Amérique, on charge les armes depuis tel autre pays, n'est-ce pas, des Caraïbes, on les ship vers Haïti et d'Haïti étant, on a accès au monde entier. Et il me dit, monsieur Fils-Aimé, c'est le rôle des consuls honoraires chez vous. Et là, il me cite tel consul honoraire qui a un port privé, tel autre consul honoraire qui représente la Hollande, tel consul honoraire qui représente la France, tel consul honoraire qui représente Turks and Caicos. On a toutes sortes de consuls honoraires en Haïti qui sont là pour faire valoir le commerce de ces pays-là en Haïti. Et beaucoup d'entre eux ont des ports privés. Mais selon vous, ils servent à quoi, ces consuls honoraires-là? À recevoir ces cargaisons-là dans leurs ports privés ou avoir des ententes avec d'autres personnes qui ont des ports privés, qui reçoivent ces cargaisons-là sans contrôle. Et depuis Haïti, ils arrivent à pousser les armes et la drogue partout à travers le monde. Oh, le président Jovenel, me dit le gars de la GRC, poussait pour qu'on ait des radars. Lui, il le faisait dans un but touristique. Il dit, écoutez, puisque c'est les radars, l'absence des radars, qui fait en sorte que les billets soient pas chers, eh bien, mais on va aller chercher cette technologie-là. Et je lui ai dit, ok, mais pourquoi on n'impose pas l'absence des radars en République dominicaine? Pourquoi est-ce en Haïti qu'on en veut autant? Il dit, écoutez, encore une fois, monsieur Fils-Aimé, vous connaissez votre histoire. Haïti avait dérangé l'ordre mondial, n'est-ce pas, en 1804. On veut que ce pays reste un trou noir. Parce que ce pays offre beaucoup d'avantages au cartel de drogue. Ce pays offre beaucoup d'avantages à ceux qui font dans du commerce illégal des armes, à ceux qui font dans du commerce, n'est-ce pas, de la drogue. Quand quelque chose entre en Haïti, il est dans un trou noir et depuis Haïti, on a accès au monde entier. On a accès à l'Europe. Par la Martinique, on a accès à l'Angleterre par Turks and Caicos. Il s'agit de graisser les bonnes pattes et notre marchandise est rendue. Et sauf que le président Jovenel, à force de pousser pour qu'on ait des technologies modernes dans nos aéroports, et c'est ce qu'il voulait. Savez-vous pourquoi? C'était pour augmenter les recettes de l'État. Si on a des radars, on va contrôler ce qui se passe. Donc ça va augmenter les recettes de l'État. Et, ce faisant, il se retrouvait en face des oligarques qui, eux, font beaucoup d'argent. Parce qu'ils sont des consuls honoraires, parce qu'eux, ils ont des ports privés, eux, parce qu'ils tiennent à contrôler toujours les douanes et les ports d'Haïti. Mais le président Jovenel Moïse s'est retrouvé aussi en face de ces cartels de drogue internationaux. Et vous notez pourquoi on a maquillé maintenant l'assassinat du président Jovenel Moïse pour lui donner l'apparence d'un règlement de compte avec des cartels de drogue. Si vous lisez les récits journalistiques en matière d'assassinat liés, n'est-ce pas, au commerce de drogue, vous voyez bien qu'il y a une similitude entre la manière dont le président a été torturé, criblé de balles, 11 ou 12 balles,
C'est pas une simple exécution. On voulait signer cela, lui donner une apparence de règlement de compte dans une affaire de drogue. Et si vous cherchez jusque-là à comprendre pourquoi cette signature, mais c'est parce que on veut qu'Haïti demeure un trou noir. Juste à côté, la République dominicaine a des radars, mais nous, on ne nous permet pas. Le Canada s'oppose à cela, les États-Unis s'opposent à cela pour que ce pays demeure un trou noir. Maintenant, quand vous faites appel aux mêmes États-Unis d'Amérique, quand vous faites appel au même Canada pour venir résoudre le problème de la circulation des armes en Haïti, quand vous faites appel aux mêmes États-Unis d'Amérique, d'où partent toutes les armes qui tuent en Haïti, des armes de guerre que l'Haïtien ne peut pas acheter, mais qu'on lui met entre les mains. Quand certains intellectuels haïtiens réclament le leadership du Canada, vous savez à quoi vous me faites penser? Vous qui pensez, qui réclamez le leadership du Canada. Au fait, j'en parlais la semaine dernière, cette conférence universitaire, mais c'était des redites organisées par l'université Quisqueya en Haïti sur la question de la sécurité. Et après, le recteur de l'université eut à dire une grosse connerie. Enfin, il n'en est pas à sa première. Il ne comprend pas que la communauté internationale tourne en rond pour résoudre le problème de sécurité en Haïti. Vous êtes recteur d'université et vous ne comprenez pas quelque chose d'aussi simple, à moins que vous soyez de mauvaise foi. Ils ne veulent pas résoudre un problème parce que ça fait leur affaire. Haïti doit rester un trou noir. Mais c'est avec l'argent de la drogue que les États-Unis financent beaucoup de leurs activités, beaucoup des activités du FBI. C'est avec le commerce illégal des armes que les États-Unis financent, n'est-ce pas, leurs actions subversives dans des États. Est-ce que vous vous souvenez d'une certaine... vous vous souvenez de cette affaire-là? Sous Ronald Reagan. L'affaire des Contras, quand on a découvert que les États-Unis fermaient les yeux sur l'entrée illégale des drogues, enfin de la drogue depuis la Colombie jusqu'aux États-Unis d'Amérique, parce que c'est avec cet argent-là qu'on finançait des activités subversives partout à travers le monde. Et vous dites, oh, je ne comprends pas, mais non, parce que les États-Unis et le Canada ne veulent pas résoudre le problème de sécurité en Haïti. Ça ne fait pas leur affaire de résoudre ce problème. Donc quand vous demandez, là, vous les intellectuels haïtiens, ah oui, mais il faut le leadership canadien, il faut le leadership américain pour résoudre le problème. Au fait, vous savez à quoi vous me faites penser? Vous me faites penser à celui qui donne un condom au violeur qui va violer sa femme, qui va violer ses enfants, qui va violer sa mère. Quand vous demandez au Canada, quand vous demandez aux États-Unis de venir vous secourir en matière de sécurité, vous me faites penser, répétais-je, à ce gars qui va violer votre mère, qui va violer votre femme, qui va violer votre fille, et puis vous lui donnez un condom. Les États-Unis et le Canada veulent qu'Haïti demeure un trou noir, d'où partent des armes, ou entre les armes, d'où partent des armes, ou entre de la drogue, d'où parte la drogue vers des pays du monde entier. Avec cet argent-là, ils financent leurs activités subversives. La dimension commerciale. Le gars m'a fait remarquer, c'est une vérité de la palisse, vous êtes à 2h15 en bateau de la Guadeloupe, de Pointe-à-Pitre, donc de la France. On peut faire partir n'importe quoi d'Haïti, qui est un trou noir, cargaison de drogue et d'armes, vers la Guadeloupe, de la Guadeloupe vers la France, parce qu'une fois quelque chose a passé la douane en Guadeloupe, qui est un territoire français, on peut introduire la chose sur l'île de France, et il n'y aura plus de douane, plus d'inspection douanière. On peut faire entrer n'importe quoi en Angleterre à partir d'Haïti via Turks and Caicos, parce que quand on est à Turks and Caicos, on est en Angleterre. Donc Jovenel, avec son désir d'obtenir des radars, des technologies avec la Chine, avec, n'est-ce pas, la Turquie, nous emmerdait, il fallait le supprimer. Maintenant, regardons la dimension
coloriste de la chose, la dimension oligarchique, avant d'aborder la dimension politique. Faisons une pause. Quand on est initié, ce qui est convoqué, c'est à la fois l'aspect symbolique, mais aussi l'invisible. Donc c'est difficile pour moi de vous raconter. Mais par contre, ce que je peux dire, c'est que les initiations dans le vaudou, elles ont toujours un lien avec le fait de se perfectionner soi-même et de travailler avec les éléments de la nature visibles et invisibles. Quand on parle de vaudou et qu'on vous pose la question, quelle est la définition que vous donnez du vaudou? Alors, ma définition, qui est assez personnelle, elle consiste à dire que déjà, pour moi, ça n'est pas une religion. Parce que j'ai cette phrase qui me vient en tête, hein, qui m'a beaucoup marquée, qui était de dire « Le vaudou, je n'y crois pas, mais ça existe. Croire, c'est la relation verticale entre soi et son Dieu, quel qu'il soit. C'est la religion, la croyance, la foi. Et ça existe, c'est cette relation au monde, cette relation en système, à la nature, aux ancêtres et à l'invisible. Donc pour moi, la définition du vaudou, finalement, c'est une vision du monde intégrée. Pour vous aider à vous défaire de tous les mensonges qu'on vous a débités au sujet du vaudou, je vous propose une trilogie fondamentale. Vaudou, je me souviens, et si les lois n'étaient pas les diables, et enfin, Vaudou 101, une spiritualité moderne sans sorcellerie. Ces 3 livres sont disponibles sur mon site web www.jeanfilsemi.com ou sur amazon.ca. Une trilogie à lire et à avoir dans sa bibliothèque personnelle ou familiale. Avant la pause, on avait vu la dimension géopolitique, comment les États-Unis ont commandé l'assassinat de Jovenel Moïse parce que ce dernier a voulu se rapprocher de la Chine pour avoir des technologies, pour avoir des investissements. On vient de voir la dimension commerciale, comment Haïti, telle qu'elle est là, facilite le commerce interlope, le commerce, n'est-ce pas, international illégal qui rapporte beaucoup d'argent aux grands pays. On le sait. La CIA, le FBI ne s'en sont jamais cachés et le Congrès américain a toujours fermé les yeux sur cela pour subventionner les actions subversives de la CIA, du FBI. Le Congrès ne va jamais dire « nous allons vous donner de l'argent pour renverser tel gouvernement », mais débrouillez-vous pour avoir cet argent-là. Et donc quand on confisque de la drogue, quand on confisque de l'argent, quand on ferme les yeux sur l'entrée de la drogue ou des produits de la criminalité sur un territoire, c'est justement pour subventionner cette dimension-là. Maintenant, regardons la dimension politique de la chose. Une fois que les États-Unis ont décidé qu'ils allaient supprimer Jovenel Moïse pour marquer les esprits, voilà ce qu'on réserve à un chef d'État d'un pays de nègres qui veut violer notre principe, notre sacro-saint principe de la doctrine de Monroe. Voici ce qu'on réserve à cet homme-là. Et gare à vous, maintenant il était facile pour les États-Unis d'Amérique de transmettre l'ordre dans sa chaîne d'exécution jusqu'à Michel Martelly. Et vous notez que je le nomme Michel Martelly. Déjà, les politiciens haïtiens reçoivent tous leurs ordres de l'ambassade américaine. Et depuis quelque temps maintenant, de l'ambassade du Canada. C'est aussi un pays malfaiteur. Hein. Ne vous trompez pas sur l'intention malicieuse du Canada vis-à-vis d'Haïti. Dès qu'on a décidé qu'on allait supprimer Jovenel Moïse, c'était simple de passer l'ordre à Michel Martelly, qui avait déjà un contentieux à vider avec Jovenel Moïse. Il humiliait Jovenel Moïse pendant les 4 ans de son mandat.
il lui criait dessus, il le convoquait, c'est le verbe. Imaginez Michel Martelly et même sa femme qui prenaient plaisir à convoquer un président de la République en sa résidence. Le beau-frère de Jovenel Moïse, le très exécrable, mais criminel ancien prévenu des États-Unis pour commerce illégal de drogue, Kiko Saint-Rémy, donc le frère de la non moins criminelle, la femme de Michel Martelly, Sophia Martelly, humiliait Jovenel, et Jovenel en avait marre. Et Jovenel voulait semer une division au sein de la famille PHTK. Michel Martelly lui avait interdit d'accorder des charges à Laurent Lamotte, le concurrent de Michel Martelly, après avoir été son ami. Et normalement, la décision d'accorder des charges à Laurent Lamotte est une décision inconstitutionnelle. Ce n'est pas au président d'accorder des charges, mais le président était à ce point déterminé à s'affranchir de la tutelle de Michel Martelly qu'il était prêt à tout pour semer la zizanie au sein du PHTK. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a accordé des charges à Laurent Lamotte, ce qui le rendait par le fait même éligible aux prochaines élections, enfin, aux prochaines joutes présidentielles qui devaient se tenir. Et l'ordre d'arrêter le président Jovenel Moïse, de l'obliger à signer sa démission et de l'exiler, a été changé en celui de l'assassiner. Et ça vient de Michel Martelly avec la permission du département d'État. Comprenez-moi bien. Si vous ne connaissez pas l'histoire d'Haïti, je vous le rappelle. On ne peut assassiner un président en Haïti, que les États-Unis considèrent par usurpation, ce sont des voleurs comme leur territoire, on ne peut commettre un tel crime en Haïti si on a la permission des États-Unis d'Amérique. Et poser la question à Himmler Ebu, l'ancien colonel Himmler Ebu, qui est toujours vivant, qui est devenu un ami, si vous voulez. Lui qui, en tant que commandant de l'une des forces spéciales dans la défunte armée d'Haïti, le corps des Léopards, en tant que commandant du corps des Léopards, il a infligé un coup d'État à Prosper Avril. Et après avoir renversé Prosper Avril, il a remis le pouvoir à son chef hiérarchique, Erard Abraham. Et Erard Abraham lui a posé une seule question. Commandant, avez-vous parlé à l'ambassadeur américain? Non, monsieur. Avez-vous l'accord de l'ambassade américaine? Non, monsieur. Alors là, je n'ai pas besoin de votre pouvoir. Et on sait historiquement que le coup d'État ne va pas réussir parce que Himmler Ebu a commis un coup d'État sans la permission de l'ambassade américaine. Pour qu'un coup d'État réussisse dans la région caribéenne, pour qu'un coup d'État réussisse en Haïti, on doit avoir l'autorisation et la permission des États-Unis d'Amérique. Et là, ce n'est pas seulement un coup d'État, c'est un coup d'État. On a renversé un président, on l'a remplacé dans un premier temps par Claude Joseph, qui a eu le temps de modifier sa biographie sur Wikipédia. Il est passé de Premier ministre à président et le remplacer donc par Ariel Henry. Pour que cela réussisse, ça prend l'autorisation, la permission des États-Unis d'Amérique. Et Michel Martelly a agi en toute impunité parce qu'il avait l'ordre, la permission qui lui était accordée. Et vous notez comment tout s'est vraiment mis en place et a tourné comme dans un bon film. Léon Charles, qui est le chef de la police et qui aujourd'hui encore demeure l'ambassadeur d'Haïti à l'OEA, nommé en promotion par Ariel Henry. Léon Charles, qui fut alors chef de la police, malgré le fait que le président de la République l'appelait au téléphone, mais il n'est jamais intervenu. Il n'a jamais dépêché des policiers à la rescousse du président
Parce qu'il était informé, il était dans le complot. Il ne devait rien faire par ordre des États-Unis d'Amérique. Dans les semaines qui ont précédé l'assassinat du président, l'ambassadrice des États-Unis d'Amérique en Haïti, comme par hasard, Madame Cizanne, je pense, a laissé Haïti pour participer à une audience devant la commission permanente, enfin devant la commission des affaires étrangères du Congrès américain. Et pour que vous réalisiez à quel point tout baignait dans l'huile, lorsque le Premier ministre sortant, Claude Joseph, qui était au courant de la chose, c'est lui qui a mouchardé le président auprès du département d'État, auprès de l'ambassade américaine. Ça ne m'étonne pas, je vous l'ai dit déjà. C'est un boursier du NED, National Endowment for Democracy. Le NED, c'est un satellite de la CIA. Quand la CIA veut soudoyer des jeunes dans un certain pays pour les pousser à poser des actes subversifs contre leur propre pays, mais on leur donne des bourses. Claude Joseph, c'est un boursier du NED. On voulait le récompenser parce que c'est lui qui a lancé le mouvement de contestation en 2004 dans les universités haïtiennes contre le président d'Aristide, avec bien sûr la permission de Becker, avec la bénédiction de Becker, avec la bénédiction d'Aped, avec la bénédiction de Bidjo, mais avec surtout la permission de l'ambassade américaine. Claude Joseph vendait des visas américains aux jeunes universitaires qui appuyaient son mouvement. Imaginez un étudiant qui était en mesure de faire des recommandations en vue de l'obtention de visas à d'autres étudiants. Rendez-moi faux sage, il en avait déjà du pouvoir, Claude. Et là, on le récompense. On lui dit, voici quel va être votre rôle. Ne rien faire. On va assassiner le président, vous ne devez rien faire. La dimension politique de la chose. Et on va vous donner le pouvoir. Léon Charles, chef de la police, vous ne devez rien faire non plus. Vous aurez votre part. Il a touché son argent, Léon Charles. Les policiers ne sont jamais intervenus. Dimitri Hérard, qui est responsable de la sécurité rapprochée au sein du palais national, lui non plus, devait rien faire. La guerre civile, lui aussi un proche du président en matière de sécurité, lui non plus devait rien faire. Les amis, une telle machination, une telle scénarisation, un ordonnancement si bien huilé ne tiendrait pas plus qu'un jour sans la bénédiction des États-Unis d'Amérique. Donc on vient de voir la dimension politique. Michel Martelly devait faire payer à Jovenel Moïse son insolence. Comment a-t-il osé accorder des charges à Laurent Lamotte? On va le lui faire payer, mais on n'irait pas jusqu'à l'assassiner sans l'autorisation des États-Unis d'Amérique. Donc, le jour où on aura un vrai procès, les Michel Martelly de ce monde, les Claude Joseph, les Ariel Henry, Ariel qui est resté au téléphone pendant tout le déroulement de cette scène macabre avec l'un des exécutants de la chose, Joseph Badio, mais vous notez qu'il n'est pas inquiété. Les informations dont je dispose là et que je vous livre, les services secrets américains les ont, les services secrets canadiens les ont. Ce sont les mêmes salauds. Pourquoi garde-t-il Ariel? Parce que Ariel, c'est le dernier rempart contre un procès dans cette affaire. Il y a une dimension coloriste aussi. Quand je vous ai parlé au niveau commercial de ces consuls honoraires dont le but est de faciliter le commerce avec ces pays-là, la Hollande, la France, etc. Il y a toutes sortes de consuls honoraires en Haïti. Vous allez voir. Généralement, les consuls honoraires, ce sont les oligarques, les familles de riches qui ont la tête, qui ont le teint clair, d'où la dimension coloriste, et qui voulaient faire payer au président Jovenel son insolence. Depuis 2004, et le gouverneur Fridjan nous l'a rappelé
dans son livre Haïti, économie de la violence, etc., que depuis 2004, lorsque les oligarques, les APED, les Becker, tous ces salopards-là, les DIB, qui ont tous la même teinte épidermique, ont renversé Aristide. Ils l'ont fait pour quelle raison? Pour que désormais, ils aient le contrôle de tout le gâteau. Jusqu'en 2004, ils négociaient avec les divers présidents d'Haïti des avantages, des franchises douanières, des monopoles, et ils les recevaient, ces avantages-là, parce qu'ils finançaient la campagne des gens. Mais à partir de 2004, ils disent non, la règle change. On ne veut plus avoir à négocier avec les politiciens, c'est eux qui doivent négocier avec nous. Nous allons devenir les véritables maîtres d'Haïti et nous allons dicter aux politiciens quoi faire. Nous aurons alors le contrôle des douanes, nous aurons alors le contrôle des ports privés, nous aurons alors le contrôle de ce qui entre en Haïti et nous ne paierons sûrement pas d'impôts à l'État. Jovenel s'est accommodé de cela pendant les 4 premières années de sa présidence. Parce que ce sont ces salauds-là qui ont financé la campagne de Jovenel. J'ai même dit dans une entrevue que son fils à Jovenel m'a accordé que votre papa a fait un pacte avec le diable. Allez réécouter cette entrevue, il y a maintenant 18 mois. J'ai dit, mais en acceptant de se faire financer par ces salauds-là, votre papa a signé un pacte avec le diable. Et quand on signe un pacte avec le diable, on meurt, on paye de sa vie. Et donc, pendant les 4 premières années de son quinquennat, Jovenel Moïse a tout donné aux oligarques. Des gens qui touchaient jusqu'à 12 millions par mois pour fournir de l'électricité et qui n'ont jamais fourni d'électricité. Et là, je parle de Vorbe, de Dimitri Vorbe. Des gens comme Bidio, qui recevait de l'argent de Petro-Caribé, des millions de dollars de Petro-Caribé, lui qui est pourtant milliardaire, pour construire des routes. Et tout ce qu'il a fait, c'est de construire des routes sur son propre domaine. Andy Apet qui a reçu des hectares de terre et des millions de dollars de l'État pour des projets qu'il n'a jamais exécutés. Et à un moment donné, Jovenel s'est souvenu qu'il est fils de paysan. D'ailleurs, il est du Patinet de mon père, il est du Trou du Nord. Et il a voulu, à la dernière minute, d'où le titre de mon émission de la semaine dernière, l'assassinat de Jovenel Moïse ou la rançon d'un triple affranchissement tardif, eh bien, tardivement, il a voulu s'affranchir de l'emprise des oligarques. Il leur a dit, les gars, vous avez tout mangé, vous avez le ventre gros, là, vous avez la panse pleine, le reliquat doit appartenir au peuple, tirez ça au peuple, là. Alors là, ils ont dit, mais pourquoi tu te prends espèce de nègre? Nous, Haïti nous appartient. Haïti doit être une espèce de Bijoland, une espèce de Dibland, une espèce de Martelly-land. Vous voyez, ils ont tous le teint clair. Et toi, petit nègre, comment oses-tu nous reprendre ce que nous considérons nôtre? Et là, ils le lui ont fait payer. C'est pour cela que la version de Jarre est importante. Jarre a dit, écoutez, nous avons cotisé pour le tuer. Nous nous sommes cotisés pour le tuer. J'ai mis tel montant, tel autre riche a mis tel montant, parce que ce gars-là, il a touché à nos avantages. Déjà, cette histoire d'introduire des technologies, de vouloir introduire des technologies dans nos ports, dans les aéroports. Non, on veut qu'Haïti demeure un trou, et lui, il est allé trop loin. Nous devons le tuer. Et le complot conduisant à son assassinat, à l'assassinat de Jovenel, a coûté 20 millions de dollars. Vous et moi n'avons pas cet argent-là. Vous voyez la dimension coloriste, la dimension politique. Maintenant, nous devons voir la dimension familiale. Il y a une dimension familiale à cela. Une autre petite pause. Je vous reviens, c'est promis. Depuis plus de 40 ans, il est le visage de la fiabilité, du sérieux et du professionnalisme en matière de produits financiers. Son nom, Louis-Yves Lucien. Pour toutes vos questions concernant la vente, l'achat, le financement
ou le refinancement d'une propriété au Québec, c'est lui la solution. Louis-Yves Lucien, au téléphone 514-867-8352. Son email, lilucien@royallepage.ca. Louis-Yves Lucien, la fiabilité à portée de main. Voyons maintenant la dimension familiale à l'assassinat de Jovenel Moïse. Il faut en rire à défaut de pleurer, parce que 2 ans plus tard, il ne faut plus pleurer, il faut ramasser son courage, comme on dit, dans notre délicieux créole, ramasser ses énergies pour se battre. Savez-vous que la femme du président, Martine Moïse, environ 1 an avant l'assassinat du président, avait un parti politique? Ça le saviez-vous? Un parti politique inscrit en bonne et due forme. Ça s'appelle GAD. Comme lorsque, dans le vaudou haïtien, tu dis, mais tu vas prendre un point GAD. Dans le vaudou, un point GAD, c'est une protection. Et Jovenel n'était pas d'accord avec cette initiative. Jovenel avait dit, écoutez, là, je ne veux pas que ma famille fasse de la politique parce que c'est trop dangereux. Elle a tenu tête, elle a quand même fondé son parti politique. Suivez-moi bien. Bon. Avez-vous entendu toutes les versions, des explications les unes plus inintelligentes que les autres, pour ne pas dire les unes plus imbéciles que les autres, parmi les explications que Martine Moïse a données? Martine Moïse a dit, tandis qu'on torturait son mari dans la chambre, sur le lit, elle s'est cachée sous le lit. D'abord, est-ce que vous avez une blonde? Avez-vous un chum? Avez-vous un copain? Avez-vous une copine? Un boyfriend? Un girlfriend? Avez-vous un mari? Une épouse? Essayons d'imaginer. Que pensez-vous d'un homme dont la femme est torturée dans sa chambre à coucher et qui fait le mort sous son lit? Qu'est-ce que vous pensez de cet homme-là? C'est un lâche, c'est un poltron, c'est un homme dégueulasse. Fine. Maintenant, renversons la chose. Que pensez-vous d'une femme? Martine Moïse a fait quand même vie commune avec Jovenel pendant 25 ans. Ils ont 2 enfants ensemble de mémoire. Que pensez-vous d'une femme qui, selon ses propres dires, fait la morte sous son lit, tandis qu'on torture son mari sur le même lit, le lit sur lequel vous avez l'habitude de faire l'amour, le lit sur lequel vous étiez couché, ça fait pas longtemps. Votre mari est en train de se faire torturer sur ce lit et vous faites la morte sous le lit. Voyons, les amis, voyons. Je vous invite à regarder pour une énième fois, regardez cette vidéo ad nauseam de Jackie Kennedy qui est assise à côté de John Kennedy dans un décapotable au Texas en 68. Le président John Kennedy reçoit une balle dans la tête. Réflexivement, que fait Jackie Kennedy? Elle saute sur le corps de son mari pour le protéger. C'est ça une femme qui aime. Au risque de se faire elle-même abattre par les assaillants de Kennedy. Elle n'a pas le temps de penser à elle pour se protéger. Selon les dires de Martine Moïse, le président a été torturé pendant de longues minutes, sinon de longues heures. On cherchait des papiers, on lui posait des questions. Et pendant tout ce temps, Martine Moïse est cachée sous le lit. Bon, d'abord, regardons. D'abord, on vient de voir son manque d'affection pour son mari et peut-être sa complicité au crime. Mais regardons l'impossibilité matérielle de la chose. On est quand même dans la chambre d'un président. Dans la chambre d'un président de tout pays,
on a des meubles modernes. Je vais vous lancer ce défi. Moi, j'ai essayé de le faire. Essayez de vous cacher sous le lit de votre chambre là. Êtes-vous en mesure de le faire? D'ailleurs, non, c'est impossible. D'ailleurs, les lits modernes, comment se font-ils? Le meuble est presque à ras-le-sol. Là. À peine êtes-vous en mesure de passer en dessous de votre lit un balai ou un aspirateur ou une vadrouille. Imaginez un adulte. Ah, la menteuse, hein? Imaginez une personne adulte qui se cache sous son lit dans sa chambre. Et les assaillants ne savent pas que la femme du président se cache là. Voyons, Martine. Voyons. Non seulement elle se cache là, sous le lit, mais elle entend les assaillants torturer son mari. Elle fait la morte. Matériellement, c'est impossible avec les lits modernes. Essayez la chose chez vous. Sentimentalement, ça l'avilit. Votre mari est en train de se faire torturer sur le lit sur lequel vous faites l'amour généralement et vous vous cachez en dessous de ce lit-là, vous faites la morte. La vérité, c'est que ça n'allait pas dans ce couple-là. Et Martine développait déjà des ambitions politiques pour elle-même. Elle avait fondé son propre parti GAD sans la bénédiction de Jovenel et elle allait lancer son parti officiellement avec nul autre que Claude Joseph. Celui qui fut le premier ministre sortant de Jovenel Moïse. Je vous rappelle quelque chose. Si vous suiviez les chaînes YouTube des Haïtiens dans les jours qui ont suivi l'assassinat de Jovenel, on avait déjà lancé une chanson officielle pour la campagne officielle de Martine et de Claude Joseph. Vous saviez, c'était quoi cette chanson? Nous tuer papam, m'a voté maman. Nous tuer papam, m'a voté maman. Mais il y avait ici à Montréal, entre autres, 2 chaînes YouTube qui sont financées par Claude Joseph qui lançait cette musique. Nous tuer papam, m'a voté maman. Mais en Haïti, déjà, on voyait Martine, malgré le fait qu'elle disait être malade. On chantait « Nous tuer papam, n'a voté maman ». C'était ça le deal. Le président est allé trop loin dans son désir de sortir Haïti de la griffe malveillante des Américains. On va l'assassiner, facilitez-nous la chose. Il n'y aura pas de carnage. Vous notez que le président est assassiné. Les chiens ne sont pas assassinés. D'ailleurs, quand Martine Moïse est revenue en Haïti, environ 2 semaines après l'avoir quitté, après avoir été exfiltrée, elle est allée chez elle, elle est allée chercher son chien. Le jour même de l'assassinat de son mari, elle a quitté avec sa fille. Et sa fille lui dit, « Maman, merde, j'ai oublié mon ordinateur. » Oh, bon Dieu, quel sacrilège que ma fille oublie son ordinateur. Alors revenons sur les lieux du crime. Parce que nous n'avons jamais été en danger. Vous et moi, ma fille, allons chercher tranquillement notre ordinateur avant de fuir les lieux du crime. Putain de menteuse, elle est coupable. Le deal a été quoi? On va assassiner votre mari et on va vous donner le pouvoir. Claude Joseph et Martine Moïse étaient au cœur de la planification de ce complot parce que, je vous l'ai dit, Martine commençait à vouloir le pouvoir pour elle-même. Elle avait créé son propre parti, GAD. Sauf qu'entre-temps, le deal a changé. Les tuteurs de Claude disent, on va écarter Martine. C'est vous qu'on veut. Et rapidement, vous notez que Claude a abandonné en tant que mauvais coucheur Martine. Il a créé son propre parti aidé. Il y a donc une dimension familiale. D'ailleurs, comme on dit en créole,
si mon an dedans pas avant nous, on dehors pas acheter. Il n'y a aucune raison au fait de laisser Martine en vie, ce que je ne déplore pas. Il n'y a aucune raison au fait qu'il n'y a pas eu de carnage dans la famille, sinon qu'un deal qui a été conclu entre Martine et les assaillants. Ça, c'est déjà vu en Afrique. On tue un président, on donne le pouvoir à son fils. On tue un président, on donne le pouvoir à son épouse. On tue un président, on donne le pouvoir à son premier ministre. C'est exactement le même scénario qu'on reproduit dans Haïti. Pourquoi changer une formule qui marche dans d'autres pays de nègres? Dimension économique maintenant. Mais, les amis, je l'ai dit, tout ceci, c'est pour faire de l'argent. Les oligarques ont financé l'assassinat de Jovenel Moïse, mais pour garder leur monopole, pour continuer à s'enrichir. Bidjo est devenu millionnaire, enfin milliardaire. Dib continue à contrôler nos douanes. Sophia Martelly, n'est-ce pas, contrôle les recettes de nos douanes, mais c'est pour de l'argent, c'est pour le goût des gros sous. Rien d'étonnant, cela. Et ceux qui ont collaboré à l'assassinat ont reçu leur part. Je vous ai dit, Léon Charles a reçu sa part, Claude Joseph a reçu sa part. Maintenant, regardons les dimensions personnelles de la chose. Avez-vous remarqué quelque chose? Et ça prouve comment le complot a été planifié de longue main. De longue main. De très longue main. Des assaillants colombiens entrent dans une résidence. Comme par hasard, ceux qui étaient responsables de la sécurité du président, beaucoup d'entre eux ont pris congé ce jour-là. Ils n'ont pas tiré un pétard. Dimitri Hérard, qui en janvier, lorsqu'il était question d'une tentative de coup d'État par Madame Koch, fait alors juge au sein de la Cour de cassation, Dimitri Hérard semblait fournir des informations à Jovenel, la guerre civile, la même chose. Mais là, vous notez, personne d'entre eux n'est mort. Le président était seul. Même des gars qui lui avaient promis de le protéger, je parle à un certain Zéphirin là, du Cap. Il s'en fout, depuis ce temps-là, lui, il s'enterre dans sa ville du Limbé et il noue de nouvelles relations avec Ariel, dont il sait que lui est impliqué dans le meurtre. Le président est mort comme un chien, il est abattu comme un chien. C'est comme si on dit, écoutez, vous n'avez pas d'amis. Ce pouvoir-là n'est pas à vous parce que vous êtes un nègre, vous êtes quelqu'un de la paysannerie. Le pouvoir doit être à nous. Les bourgeois de Port-au-Prince, les bourgeois de Pétionville. Vous n'étiez qu'un hiatus dans l'histoire politique de ce pays. J'entendais un ancien premier ministre de Jovenel, une espèce de clown celui-là, hein, une espèce de guignol, dire écoutez, s'il était encore en fonction, il aurait fallu qu'on lui marche dessus pour qu'on tue le président. Espèce de menteur. À la mort du président, ils sont tous allés se cacher. Ils sont tous allés se cacher. Et chacun, aujourd'hui, veut avoir son petit morceau de pouvoir. Personne ne pointe du doigt les responsabilités réelles des États-Unis dans ce meurtre. Vous notez dans toutes les négociations qui se déroulent maintenant pour le pouvoir, maintenant tout le monde cherche à négocier avec les États-Unis. Et les États-Unis disent, écoutez, on peut tout négocier, sauf la démission d'Ariel. Lui, on le veut. En fait, quand on négocie avec les États-Unis pour avoir le pouvoir en Haïti, je l'ai dit, c'est comme fournir le condom à celui qui s'apprête à violer ta femme, ta fille et ta mère.
Les États-Unis sont les premiers responsables de l'instabilité en Haïti. Les États-Unis, le Canada et tout le corps groupe sont les premiers responsables du fait qu'Haïti soit devenu un trou. Mais vous me direz, ouais, mais ils n'arriveraient pas à le faire s'il n'y avait pas de ces collabos. Oui, je veux bien, mais il faut fixer les responsabilités. On a vu la dimension politique, la dimension géopolitique, la dimension commerciale, la dimension politique, la dimension coloriste, la dimension économique, la dimension familiale, la dimension personnelle. Pour noter que dans l'agenda de tous ces accords, personne n'inscrit en lettres d'or la nécessité d'aller au fond des choses dans l'assassinat de Jovenel Moïse. Personne. Et c'est pour ça que ce que je fais là est dangereux. Mes informateurs m'ont dit, Jean, avec ce que vous dites là, avec ce qu'on vous livre, c'est dangereux parce que vous êtes en train de montrer à la face du monde ce que les États-Unis aimeraient cacher, à savoir qu'ils ont commandité l'assassinat du président. Tout président nationaliste et patriote, dans les 100 jours de son pouvoir, de sa prise de pouvoir, de son accession au pouvoir, devrait suspendre les relations diplomatiques d'Haïti avec les États-Unis, le Canada et la France, le temps de retrouver notre souveraineté. Et quand on les reprendra, ces relations-là, il faudrait que la France paye pour la rançon de 60 millions de francs qu'elle nous a volés, ce pourquoi la France a renversé le président Aristide. Il faudra que Haïti cherche des débouchés auprès du bloc de Shanghai, ça veut dire la Chine et la Russie. Si les États-Unis ne sont pas contents, je les emmerde. Et tout président patriote devra, dans les 100 jours qui suivent, lancer un véritable procès pour savoir ce qui s'est passé lors de l'assassinat du président Jovenel, fixer les responsabilités et punir tant les internationaux que les nationaux. Si on ne fait pas ça, les États-Unis continueront à chier chez nous en toute impunité. Parce que pour les États-Unis, Haïti, pour le Canada d'ailleurs, pour la France, Haïti est un trou noir, il doit rester un trou noir. Et les Haïtiens sont des sous-hommes. Les politiciens haïtiens ne font rien pour prouver le contraire. Pour que cela ne se reproduise plus, nous devons avoir une nouvelle équipe compétente, patriote, qui ne vend pas sa patrie pour un visa ou pour plaire aux Blancs. Une équipe intègre qui ne se laissera pas acheter au détriment de son pays. J'espère, les amis, que l'émission d'aujourd'hui vous a été utile. J'espère qu'elle va nourrir vos réflexions. Bonne réflexion en ce jour anniversaire de l'assassinat crapuleux de l'un des nôtres. Vive Haïti, vive le peuple haïtien. Au revoir. On garde le moral, car tant que va le moral, tout va. Au revoir.